Le crime de Lord Arthur Savile de Oscar Wilde. 1. C'était la dernière réception de Lady Windermere avant le printemps. Bentinck House était, plus que d'habitude, encombré d'une foule de visiteurs. 6 membres du cabinet étaient venus directement après l'audience du speaker, avec tous leurs crachats et leurs grands cordons. Toutes les jolies femmes portaient leurs costumes les plus élégants, et au bout de la galerie de tableaux se tenait la princesse Sophie de Karlsruhe, une grosse dame au type tartare, avec de petits yeux noirs et de merveilleuses émeraudes, parlant d'une voix suraiguë, un mauvais français, et riant sans nulle retenue de tout ce qu'on lui disait. Certes, il y avait là un singulier mélange de sociétés. De superbes pairesses bavardaient courtoisement avec de violents radicaux. Des prédicateurs populaires se frottaient les coudes avec de célèbres sceptiques. Toute une volée d'évêques suivait, comme à la piste, une forte prima donna de salon en salon. Sur l'escalier se groupaient quelques membres de l'Académie royale, déguisés en artistes, et l'on a dit que la salle à manger était, un moment, absolument bourrée de génie. Bref, c'était une des meilleures soirées de Lady Windermere, et la princesse y resta jusqu'à près de 11h30 passées. Sitôt après son départ, Lady Windermere retourna dans la galerie de tableaux, où un fameux économiste exposait, d'un air solennel, la théorie scientifique de la musique, un virtuose hongrois écumant de rage. Elle se mit à causer avec la duchesse de Paisley. Elle paraissait merveilleusement belle, avec son opulente gorge d'un blanc ivoirin, ses grands yeux bleus de myosotis et les lourdes boucles de ses cheveux d'or. Des cheveux d'or purs, pas des cheveux de cette nuance paille pâle qui usurpe aujourd'hui le beau nom de l'or. Des cheveux d'un or, comme tissés de rayons de soleil, ou cachés dans un ambre étrange. Des cheveux qui encadraient son visage comme d'un nimbe de sainte, avec quelque chose de la fascination d'une pécheresse. C'était une curieuse étude psychologique que la sienne. De bonne heure dans la vie, elle avait découvert cette importante vérité que rien ne ressemble plus à l'innocence qu'une imprudence, et par une série d'escapades insouciantes, la moitié d'entre elles tout à fait innocentes, elle avait acquis tous les privilèges d'une personnalité. Elle avait plusieurs fois changé de mari. En effet, le Debrett portait 3 mariages à son crédit, mais comme elle n'avait jamais changé d'amant, le monde avait depuis longtemps cessé de jaser scandaleusement sur son compte. Maintenant, elle avait 40 ans. Pas d'enfant, et cette passion désordonnée du plaisir, qui est le secret de ceux qui sont restés jeunes. Soudain, elle regarda curieusement tout autour du salon, et dit de sa claire voix de contralto, « Où est mon chiromancien ? Votre quoi, Gladys ?» s'exclama la duchesse avec un tressaillement involontaire. « Mon chiromancien, duchesse, je ne puis vivre sans lui maintenant. » « Chère Gladys, vous êtes toujours si originale, » murmura la duchesse, essayant de se rappeler ce que c'est en réalité qu'un chiromancien, et espérant que ce n'était pas tout à fait la même chose qu'un chiropodiste. « Il vient voir ma main régulièrement, 2 fois chaque semaine, » poursuivit Lady Windermere, « et il y prend beaucoup d'intérêt. » « Dieu du ciel, » se dit la duchesse, « ce doit être là quelque espèce de manucure. Voilà qui est vraiment terrible. Enfin, j'espère qu'au moins c'est un étranger. De la sorte, ce sera un peu moins désagréable. »« Certes, il faut que je vous le présente. »« Me le présenter ?» s'écria la duchesse. « Vous voulez donc dire qu'il est ici ?» Elle chercha autour d'elle son petit éventail en écailles de tortue et son très vieux châle de dentelle, comme pour être prête à fuir à la première alerte. « Naturellement, il est ici. Je ne puis songer à donner une réunion sans lui. Il me dit que j'ai une main purement psychique et que si mon pouce avait été un tant soit peu plus court, j'aurais été une pessimiste convaincue et me serais enfermée dans un couvent. »
Oh, je vois, fit la duchesse, qui se sentait très soulagée. Il dit la bonne aventure, je suppose? Et la mauvaise aussi, répondit Lady Windermere. Un tas de choses de ce genre. L'année prochaine, par exemple, je courrai grand danger, à la fois sur terre et sur mer. Ainsi, il faut que je vive en ballon et que chaque soir, je fasse hisser mon dîner dans une corbeille. Tout est écrit là, sur mon petit doigt, ou sur la paume de ma main, je ne sais plus au juste. Mais sûrement, c'est là tenter la providence, Gladys. Ma chère duchesse, à coup sûr, la providence peut résister aux tentations par le temps qui court. Je pense que chacun devrait faire lire dans sa main une fois par mois, afin de savoir ce qu'il ne doit pas faire. Si personne n'a l'obligeance d'aller chercher M. Podgers, je vais y aller moi-même. « Laissez-moi ce soin, Lady Windermere, » dit un jeune homme, tout petit, tout joli, qui se trouvait là, et suivait la conversation avec un sourire amusé. « Merci beaucoup, Lord Arthur, mais je crains que vous ne le reconnaissiez pas. »« S'il est aussi singulier que vous le dites, Lady Windermere, je ne pourrais guère le manquer. Dites seulement comment il est, et sur l'heure, je vous l'amène. »« Soit. Il n'a rien d'un chiromancien. Je veux dire qu'il n'a rien de mystérieux, d'ésotérique, qui n'a pas une apparence romantique. C'est un petit homme, gros, avec une tête comiquement chauve et de grandes lunettes d'or. Quelqu'un qui tient le milieu entre le médecin de la famille et l'attorney de village. J'en suis au regret, mais ce n'est pas ma faute. Les gens sont si ennuyeux. Tous mes pianistes ont exactement l'air de pianistes, et tous mes poètes exactement l'air de poètes. Je m'en souviens, la saison dernière, j'avais invité à dîner un épouvantable conspirateur, un homme qui avait versé le sang d'une foule de gens, qui portait toujours une cotte de maille et avait un poignard caché dans la manche de sa chemise. Eh bien, sachez que quand il est arrivé, il avait simplement la mine d'un bon vieux clergyman. Toute la soirée, il fit pétiller ses bons mots. Certes, il fut très amusant, et bien de tout point, mais j'étais cruellement déçu. Quand je l'interrogeai au sujet de sa cotte de maille, il se contenta de rire et me dit qu'elle était trop froide pour la porter en Angleterre. « Ah, voici Monsieur Podgers. Eh bien, Monsieur Podgers, je voudrais que vous lisiez dans la main de la duchesse de Paisley. Duchesse, voulez-vous enlever votre gant? Non, pas celui de la main gauche, l'autre. » « Ma chère Gladys, vraiment, je ne crois pas que ceci soit tout à fait convenable, » dit la duchesse en déboutonnant comme à regret un gant de peau assez sale. « Jamais rien de ce qui intéresse ne l'est, » dit Lady Windermere. « On a fait le monde ainsi. Mais il faut que je vous présente, duchesse. Voici Monsieur Podgers, mon chiromancien favori. Monsieur Podgers, la duchesse de Paisley. Et si vous dites qu'elle a un mont de la lune plus développé que le mien, je ne croirai plus en vous, désormais. Je suis sûre, Gladys, qu'il n'y a rien de ce genre dans ma main, » dit la duchesse d'un ton grave. « Votre grâce est tout à fait dans le vrai, » répliqua M. Podgers, en jetant un coup d'œil sur la petite main grassouillette aux doigts courts et carrés. « La montagne de la lune n'est pas développée. Cependant, la ligne de la vie est excellente. Veuillez avoir l'obligeance de laisser fléchir le poignet. Je vous remercie. 3 lignes distinctes sur la racette. Vous vivrez jusqu'à un âge avancé, duchesse, et vous serez extrêmement heureuse. Ambition très modérée, ligne de l'intelligence sans exagération, ligne du cœur. »« Là-dessus, soyez discret, Monsieur Podgers, » cria Lady Windermere. « Rien ne me serait plus agréable, » répondit M. Podgers en s'inclinant, « si la duchesse y avait donné lieu. Mais j'ai le regret de dire que je vois une grande constance d'affection combinée avec un sentiment très fort du devoir. »
« Veuillez continuer, monsieur Podgers, dit la duchesse, dont le regard marquait la satisfaction. « L'économie n'est pas la moindre des vertus de votre grâce, poursuivit monsieur Podgers. Lady Windermere éclata en rire convulsif. « L'économie est une excellente chose, remarqua la duchesse avec complaisance. Quand j'ai épousé Paisley, il avait 11 châteaux et pas une maison convenable où l'on pût habiter. Et maintenant, il a 12 maisons et pas un seul château, s'écria Lady Windermere. « Eh, ma chère, dit la duchesse, j'aime... » « Le confort, reprit monsieur Podgers, et les perfectionnements modernes, et l'eau chaude amenée dans toutes les chambres. Votre grâce a tout à fait raison. Le confort est la seule chose que notre civilisation puisse nous donner. » Vous avez admirablement décrit le caractère de la duchesse, monsieur Podgers. Maintenant, veuillez nous dire celui de Lady Flora. Et, pour répondre à un signe de tête de l'hôtesse souriante, une petite jeune fille, aux cheveux roux d'écossaise et aux omoplates très hautes, se leva gauchement de dessus le canapé et exhiba une longue main osseuse avec des doigts aplatis en spatule. « Ah, une pianiste, je vois, » dit monsieur Podgers, « une excellente pianiste, et peut-être une musicienne hors ligne. » Très réservée, très honnête, et douée d'un vif amour pour les bêtes. « Voilà qui est tout à fait exact, » s'écria la duchesse en se tournant vers Lady Windermere. « Absolument exact. Flora élève 2 douzaines de colis à McCloskey, et elle remplirait notre maison de ville d'une véritable ménagerie si son père le lui permettait. » « Bon, mais c'est là justement ce que je fais chez moi chaque jeudi soir, » riposta en riant Lady Windermere. « Seulement, je préfère les lions aux colis. »« C'est là votre seule erreur, Lady Windermere, » dit monsieur Podgers avec un salut pompeux. « Si une femme ne peut rendre charmantes ses erreurs, ce n'est qu'une femelle, » répondit-elle, « mais il faut encore que vous nous lisiez dans quelques mains. Venez, sir Thomas, montrez les vôtres à monsieur Podgers. » Et un vieux monsieur, d'allure fine, qui portait un veston blanc, s'avança et tendit au chiromancien une main épaisse et rude, avec un très long doigt du milieu. « Nature aventureuse, dans le passé 4 longs voyages, et un dans l'avenir. Naufragé 3 fois, non, 2 fois seulement, mais en danger de naufrage lors de votre prochain voyage. Conservateur acharné, très ponctuel, ayant la passion des collections de curiosités. Une maladie dangereuse entre la 16e et la 18e année. A hérité d'une fortune vers la 30e. Grande aversion pour les chats et les radicaux. « Extraordinaire !» s'exclama sir Thomas. « Vous devriez lire aussi dans la main de ma femme. » « De votre seconde femme, » dit tranquillement monsieur Podgers, qui conservait toujours la main de sir Thomas dans la sienne. Mais Lady Marvel, femme d'aspect mélancolique, aux cheveux noirs et aux cils de sentimentale, refusa nettement de laisser révéler son passé ou son avenir. Aucun des efforts de Lady Windermere ne put non plus amener monsieur de Koloff, l'ambassadeur de Russie, à consentir même à retirer ses gants. En réalité, bien des gens redoutaient d'affronter cet étrange petit homme au sourire stéréotypé, aux lunettes d'or et aux yeux d'un brillant de perles. Et quand il dit à la pauvre Lady Fermor, tout haut et devant tout le monde, qu'elle se souciait fort peu de la musique, mais qu'elle raffolait des musiciens, on estima en général que la chiromancie est une science qu'il ne faut encourager qu'en tête-à-tête. Lord Arthur Saville, cependant, qui ne savait rien de la malheureuse histoire de Lady Fermor, et qui avait suivi M. Podgers avec un très grand intérêt, avait une vive curiosité de le voir lire dans sa main. Comme il éprouvait quelque pudeur à se mettre en avant, il traversa la pièce et s'approcha de l'endroit où Lady Windermere était assise, et avec une rougeur qui était un charme, lui demanda si elle pensait que M. Podgers voudrait bien s'occuper de lui. « Certes, oui, il s'occupera de vous, » fit Lady Windermere. « C'est pour cela qu'il est ici.
Tous mes lions, Lord Arthur, sont des lions en représentation. Ils sautent dans des cerceaux quand je le leur demande. Mais il faut auparavant que je vous prévienne que je dirai tout à Sibylle. Elle vient luncher avec moi demain pour causer chapeau, et si M. Podgers trouve que vous avez un mauvais caractère, ou une tendance à la goutte, ou une femme qui vit à Bayswater, certainement, je ne le lui laisserai pas ignorer. Lord Arthur sourit et hocha la tête. « Je ne suis pas effrayé, répondit-il. Sibylle me connaît aussi bien que je la connais. »« Oh, je suis un peu contrarié de vous entendre dire cela. La meilleure assise du mariage, c'est un malentendu mutuel. Non, je ne suis pas du tout cynique. J'ai seulement de l'expérience, ce qui cependant est très souvent la même chose. Monsieur Podgers, Lord Arthur Saville meurt d'envie que vous lisiez dans sa main. Ne lui dites pas qu'il est fiancé à l'une des plus jolies filles de Londres. Il y a un mois que le Morning Post en a publié la nouvelle. « Chère Lady Windermere » s'écria la marquise de Jedburgh, « ayez l'obligeance de laisser Monsieur Podgers s'arrêter ici 1 minute de plus. Il est en train de me dire que je monterai sur les planches, et cela m'intéresse au plus haut point. » S'il vous a dit cela, Lady Jedburgh, je ne vais pas hésiter à vous l'enlever. Venez immédiatement, Monsieur Podgers, et lisez dans la main de Lord Arthur. « Bon, » dit Lady Jedburgh, faisant une petite moue, comme elle se levait du canapé, « s'il ne m'est pas permis de monter sur les planches, il me sera au moins permis d'assister au spectacle, j'espère. » « Naturellement, nous allons tous assister à la séance, » répliqua Lady Windermere. « Et maintenant, Monsieur Podgers, reprenez-nous et dites-nous quelque chose de joli. Lord Arthur est l'un de mes plus chers favoris. » Mais, quand M. Podgers vit la main de Lord Arthur, il devint étrangement pâle et ne souffla mot. Un frisson sembla passer sur lui. Ses grands sourcils broussailleux furent saisis d'un tremblement convulsif, du tic bizarre, irritant, qui le dominait quand il était embarrassé. Alors, quelques grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front jaune comme une rosée empoisonnée, et ses doigts gras devinrent froids et visqueux. Lord Arthur ne manqua pas de remarquer ces étranges signes d'agitation, et pour la première fois de sa vie, il éprouva de la peur. Son mouvement naturel fut de se sauver du salon, mais il se contint. Il valait mieux connaître le pire, quel qu'il fût, que de demeurer dans cette affreuse incertitude. « J'attends, Monsieur Podgers, » dit-il. « Nous attendons tous !» cria Lady Windermere de son ton vif, impatient. Mais le chiromancien ne répondit pas. « Je crois qu'Arthur va monter sur les planches, » dit Lady Jedburgh, « et qu'après votre sortie, Monsieur Podgers a peur de le lui dire. » Soudain, Monsieur Podgers laissa tomber la main droite de Lord Arthur et empoigna fortement la gauche, se courbant si bas pour l'examiner que la monture d'or de ses lunettes sembla presque effleurer la paume. Un moment, son visage devint un masque blanc d'horreur, mais il recouvra bientôt son sang-froid et, regardant Lady Windermere, lui dit avec un sourire forcé « J'ai la main d'un charmant jeune homme ?»« Certes, oui, » répondit Lady Windermere, « mais serait-il un mari charmant ? Voilà ce que j'ai besoin de savoir. »« Tous les jeunes gens charmants sont des maris charmants, » reprit M. Podgers. « Je ne crois pas qu'un mari doive être trop séduisant, » murmura Lady Jedburgh d'un air pensif. « C'est si dangereux. »« Ma chère enfant, ils ne sont jamais trop séduisants, » s'écria Lady Windermere. « Mais ce qu'il me faut, ce sont des détails. Il n'y a que les détails qui intéressent. Que doit-il arriver à Lord Arthur ? » « Eh bien, dans quelques jours, Lord Arthur doit faire un voyage. »« Oui, sa lune de miel, naturellement. »« Mais il perdra un parent. »« Pas sa sœur, j'espère, » dit Lady Jedburgh d'un ton apitoyé.
« Certes non, pas sa sœur, » répondit M. Podgers avec un geste de dépréciation de la main. « Un simple parent éloigné. »« Bon, je suis cruellement désappointé, » fit Lady Windermere. « Je n'ai absolument rien à dire à Sibyl demain. Qui se préoccupe aujourd'hui de parents éloignés? Voilà des années que ce n'est plus à la mode. Cependant, je suppose qu'elle fera bien d'acheter une robe de soie noire. Cela sert toujours pour l'église, voyez-vous. Et maintenant, allons souper. On a sûrement tout mangé là-bas, mais nous pourrons encore trouver du bouillon chaud. François faisait autrefois du bouillon excellent, mais maintenant il est si agité par la politique que je ne suis jamais certaine de rien avec lui. Je voudrais bien que le général Boulanger se tînt tranquille. Duchesse, je suis sûre que vous êtes fatiguée. »« Pas du tout, ma chère Gladys, » répondit la duchesse en marchant vers la porte. « Je me suis beaucoup amusée, et le chiropodiste, je veux dire le chiromancien, est très amusant. Flora, ou peut-être mon éventail d'écailles de tortue? Oh, merci, Sir Thomas, merci beaucoup. Et mon châle de dentelle? Oh, merci, Sir Thomas, trop aimable, vraiment. » Et la digne créature finit par descendre les escaliers sans avoir laissé plus de 2 fois tomber son flacon d'odeur. Tout ce temps-là, Lord Arthur Savile était demeuré debout près de la cheminée avec le même sentiment de frayeur qui pesait sur lui, la même maladive préoccupation d'un avenir mauvais. Il sourit tristement à sa sœur, comme elle glissa près de lui, au bras de Lord Plymdale, fort jolie dans son brocart rose garni de perles, et il entendit à peine Lady Windermere quand elle l'invita à la suivre. Il pensa à Sibyl Merton, et l'idée que quelque chose pourrait se placer entre eux remplit ses yeux de larmes. Quelqu'un qui l'aurait regardé eût dit que Némésis avait dérobé le bouclier de Pallas et lui avait montré la tête de la Gorgone. Il paraissait pétrifié, et son visage avait l'aspect d'un marbre dans sa mélancolie. Il avait vécu la vie délicate et luxueuse d'un jeune homme bien né et riche, une vie exquise, affranchie de tout souci avilissant, une vie d'une belle insouciance d'enfant, et maintenant, pour la première fois, il eut conscience du terrible mystère de la destinée, de l'effrayante idée du sort, que tout cela lui semblait fou et monstrueux. Se pouvait-il que ce qui était écrit dans sa main, en caractères qu'il ne pouvait lire, mais qu'un autre pouvait déchiffrer, fût quelque terrible secret de faute, quelque sanglant signe de crime? N'y avait-il nul échappatoire? Ne sommes-nous que des pions d'échiquier, que met en jeu une puissance invisible, que des vases que le potier modèle à sa guise pour l'honneur ou la honte? Sa raison se révolta contre cette pensée, et pourtant il sentait que quelque tragédie était suspendue sur sa tête et qu'il avait été tout d'un coup appelé à porter un fardeau intolérable. Les acteurs sont vraiment des gens heureux. Ils peuvent choisir de jouer soit la tragédie, soit la comédie, de souffrir ou d'égayer, de faire rire ou de faire pleurer. Mais dans la vie réelle, c'est bien différent. Bien des hommes et bien des femmes sont contraints de jouer des rôles auxquels rien ne les destinait. Nos Guildenstern nous jouent Hamlet, et notre Hamlet doit plaisanter comme un prince Hal. Le monde est un théâtre, mais la pièce est déplorablement distribuée. Soudain, M. Podgers entra dans le salon. À la vue de Lord Arthur, il s'arrêta, et sa grasse figure sans distinction devint d'une couleur jaune verdâtre. Les yeux des 2 hommes se rencontrèrent, et il y eut un moment de silence. « La duchesse a laissé ici un de ses gants, Lord Arthur, et elle m'a demandé de le lui rapporter, » dit enfin M. Podgers. « Ah, je le vois sur le canapé. Bonsoir. » « Monsieur Podgers, il faut que j'insiste pour que vous me donniez une réponse immédiate à une question que je vais vous poser. »« À un autre moment, Lord Arthur. La duchesse m'attend. Il faut que je la rejoigne. »« Vous n'irez pas. La duchesse n'est pas si pressée. »« Les dames n'ont pas l'habitude d'attendre, » dit M. Podgers avec un sourire maladif.
Le beau sexe est toujours impatient. » Les lèvres fines et comme ciselées de lord Arthur se plissèrent d'un dédain hautain. La pauvre duchesse lui semblait de si maigre importance en ce moment. Il traversa le salon et vint à l'endroit où M. Podgers était arrêté. Il lui tendit sa main. « Dites-moi ce que vous voyez là. Dites-moi la vérité. Je veux la connaître. Je ne suis pas un enfant. » Les yeux de M. Podgers clignotèrent sous ses lunettes d'or. Il se porta d'un air gêné, d'un pied sur l'autre, tandis que ses doigts jouaient nerveusement avec une chaîne de montre étincelante. « Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai vu dans votre main, Lord Arthur, quelque chose de plus que ce que je vous ai dit ? Je sais que vous avez vu quelque chose de plus, et j'insiste pour que vous me disiez ce que c'est. Je vous donnerai un chèque de 100 livres. » Les yeux verts étincelèrent une minute, puis redevinrent sombres. « 100 guinées, dit enfin M. Podgers à voix basse. « Oui, 100 guinées. Je vous enverrai un chèque demain. Quel est votre club ? » ?»« Je n'ai pas de club, c'est-à-dire je n'en ai pas en ce moment. Mais mon adresse est... Permettez-moi de vous donner ma carte. » Et, tirant de la poche de son veston un morceau de carton doré sur tranche, M. Podgers le tendit avec un salut profond à lord Arthur, qui lut « Monsieur Septimus R. Podgers, chiromancien, 103A West Moon Street. »« Je reçois de 10 à 4, murmura M. Podgers d'un ton mécanique, « et je fais une réduction pour les familles. » « Dépêchez-vous » cria lord Arthur, devenant très pâle et lui tendant la main. M. Podgers regarda autour de lui d'un coup d'œil nerveux et fit retomber la lourde portière sur la porte. « Ceci prendra un peu de temps, lord Arthur. Vous feriez mieux de vous asseoir. »« Dépêchez, monsieur » cria de nouveau lord Arthur, frappant du pied avec colère sur le parquet ciré. M. Podgers sourit, sortit de sa poche une petite loupe à verre grossissant et l'essuya soigneusement avec son mouchoir. « Je suis tout à fait prêt, dit-il,